Je vais vous commencer très classiquement par vous présenter l'agenda d'abord du ministre des Armées et celui des deux secrétaires d'État, Madame Patricia Mirallès, chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de Monsieur Sébastien Lecornu, et Madame Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère avant le focus du jour qui portera sur l'action culturelle et patrimoniale au sein du ministère des Armées, en amont de la journée européenne, des journées européennes du patrimoine qui se tiendront le week-end du 17 et 18 septembre prochain. On fait rarement le lien entre le ministère des Armées et la culture, et pourtant le ministère des Armées est bel et bien le deuxième acteur culturel derrière le ministre de la Culture. C'est ce que développera Madame Dominique Espinasse, qui est la sous-directrice par intérim des patrimoines culturels au sein de la direction de la mémoire, de la culture et des archives. Et enfin, pour conclure ce point presse, le colonel Pierre Godillère, porte-parole du chef d'état-major des armées, vous fera un point de situation sur les opérations. Je commence donc par l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Cet après-midi, le ministre s'entretient avec l'amiral Pierre Vandier, chef d'état-major de la Marine, avant de se rendre à Val-Duc pour visiter le centre qui relève de la direction des applications militaires, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Demain, 9 septembre, le ministre procédera à une remise des insignes d'officier de l'Ordre national du mérite au préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochat, avant d'avoir un temps de remerciement dédié à M. Joël Barre, l'ancien délégué général pour l'armement, qui a quitté ses fonctions le 31 juillet dernier. La semaine prochaine, lundi, 12 septembre, le ministre recevra M. François Bosch, qui est son homologue luxembourgeois. Le 13 septembre, dans la continuité de sa visite d'aujourd'hui à Val-Duc, au sein de la chaîne Dissuasion, le ministre se rendra à la direction des applications militaires et plus précisément donc, du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, plus précisément dans le centre qui se trouve à Bruyères-les-Châtelles. Le mercredi 14, il participera au Conseil des ministres et le jeudi 15 septembre sera le point fort de la semaine en ce que M. Sébastien Lecornu rendra visite aux autorités djiboutiennes dans le cadre de l'agenda africain rénové voulu par le président de la République. Enfin, vendredi 16, le matin, le ministre participera à une prise d'armes à l'occasion du 211e anniversaire de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ce sera sa première prise de contact avec cette grande unité. L'après-midi, également aux Invalides, une autre prise d'armes de rentrée, dont le ministre compte pérenniser le principe et au cours de laquelle il remettra des décorations à un certain nombre de militaires qui illustreront, ces décorations illustreront la diversité de nos militaires et de nos armées dans toutes leurs dimensions. Je passe maintenant aux agendas des deux secrétaires d'État. Madame Patricia Mirallès, tout d'abord, rendra visite aujourd'hui au chantier du musée de la Marine. Et Madame El Haïry rencontrera demain à Ludwigsburg, en Allemagne, de jeunes élèves à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du discours qu'a prononcé dans le même lieu le général de Gaulle. En effet, le 9 septembre 1962, devant près de 300 000 personnes, le général de Gaulle a prononcé un discours aux jeunesses allemandes et françaises, à des étudiants, mais aussi à leurs parents, qui s'étaient déplacés à ce moment-là pour montrer leur désir de solidarité entre deux peuples qui s'étaient affrontés 2 décennies avant. Ce déplacement de la secrétaire d'État sera l'occasion de réaffirmer le soutien du gouvernement en faveur du développement des échanges et de la mobilité entre les jeunesses françaises et allemandes, notamment dans le cadre des dispositifs d'engagement civique, ainsi que d'échanger avec de jeunes Français et Allemands sur leur vision de l'Europe et sur leur avenir. Je passe maintenant aux actualités du ministère. Et je commence par la table ronde, la réunion qu'a tenue hier le ministre en fin d'après-midi, ici même à Balard, table ronde dédiée à l'économie de guerre. Je pense que chacun ici se souvient des propos du président de la République à Eurosatory lors de l'inauguration, le 13 juin dernier. Nous entrons dans une économie de guerre. Hier, le ministre des Armées a donc rassemblé le chef d'état-major des armées, le délégué général à l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, les chefs d'état-major des 3 armées et les représentants des entreprises de la base industrielle et technologique de défense, les grands maîtres d'œuvre comme les PME, en vue de décliner ce concept de façon pragmatique et concrète. Il a exposé l'objectif principal de cette réunion,
qui est donc de cette réunion et de ce processus, qui vise donc à garantir l'autonomie stratégique de la France grâce à une collaboration efficace entre le ministère et la base industrielle et technologique de défense. Je le cite, « Nous ne sommes pas en guerre, mais malheureusement, il faut s'y préparer. L'économie de guerre, c'est se préparer à ne pas subir avec suffisamment de matériel et suffisamment vite en cas de conflit majeur. » À l'issue des discussions, le ministre a formulé 4 engagements pour le futur plan d'action qui permettra notamment d'accroître les vitesses de production, de diminuer les délais de livraison aux forces, et ce, à un coût raisonnable. Premier engagement, les armées doivent exprimer un besoin plus simple. Cela permettra, en fonction des besoins, de massifier. Parce que chaque option sur un équipement est un obstacle à aller vite. Deuxième engagement, nous devons simplifier les procédures administratives pour les industriels sans négliger l'exigence de qualité. La culture de risque en temps de guerre ne peut pas être la même que la culture de risque en temps de paix. Engagement numéro 3, avec les industriels, nous devons établir un agenda de relocalisation. Cela nous permettra de ne pas être dépendants d'autres pays. Il y a un savoir-faire français qu'il faut protéger et développer. Et engagement numéro 4, nous allons engager une réflexion sur les stocks, notamment en s'appuyant sur un retour d'expérience du conflit qui se déroule actuellement en Ukraine. Les stocks dans les armées, mais aussi les stocks chez les industriels, notamment de matières premières. Au-delà de ces 4 engagements, le ministre a demandé aux industriels de se rapprocher de la DRSD et de la DGA pour renforcer les mécanismes de sûreté et de sécurité. Dans un contexte particulièrement propice aux attaques hybrides, dont l'espionnage, et au sabotage contre les outils de production industrielle, les industriels doivent plus que jamais redoubler de vigilance. C'est l'essentiel ou la synthèse du chemin qui va être pris par le ministère des Armées avec les industriels et les services dans le contexte de l'économie de guerre. Le contexte stratégique actuel nous pousse évidemment à penser aux moyens matériels de répondre aux défis qui s'imposent à nous, mais également aux moyens humains. Et parmi eux, la question des réservistes opérationnels. Le ministre a déclaré dans son interview publiée par Le Figaro en début de semaine vouloir doubler leur nombre, estimant qu'en cas de menace hybride ou de crise, les réserves peuvent jouer un rôle majeur pour permettre aux armées de monter en puissance. Et donc le chiffre de la semaine, c'est 40 000 réservistes. Nos armées et services comptent à l'heure actuelle à peu près ce nombre dans le rang, que je vais détailler par armée. Dans l'armée de terre, ce sont environ 25 000 réservistes opérationnels, dont 2 400 sont engagés tous les jours dans des missions variées qui vont de la protection des populations sur le territoire national, les missions Sentinelle et Vigipirate, à celles d'installation militaire, en passant par l'assistance au pouvoir public et de secours aux populations en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique, telle que vous avez pu le voir cet été à l'occasion des feux de forêt. Au sein de la marine, il y a près de 6 000 réservistes, c'est-à-dire 15% des effectifs de la marine. 28% d'entre eux sont engagés quotidiennement dans des missions de protection des bâtiments et des emprises qui sont assurées par la marine. Et par ailleurs, la participation de la marine à la journée de défense et citoyenneté s'appuie essentiellement sur des réservistes opérationnels qui représentent 60% des effectifs envoyés par la marine au contact des jeunes Français. De même, les 5 000 réservistes opérationnels de l'armée de l'air sont non seulement au cœur des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, mais également ouvertes sur la société civile et la jeunesse, comme le focus de la semaine dernière présenté par l'armée de l'air sur les escadrilles Air Jeunesse vous l'a montré. À ces réservistes opérationnels qui servent dans les 3 armées s'ajoutent ceux qui œuvrent au sein des services, par exemple le service du commissariat des armées ou le service de santé des armées. Et tout ça nous mène, en les additionnant, à un total de 40 000. Total de 40 000 que le ministre entend donc doubler. Je veux enfin rappeler que les réservistes peuvent également, sur volontariat, servir en opération extérieure, en apportant notamment aux forces déployées des compétences rares ou particulières dans le domaine de la cyberdéfense, du droit, des finances ou de la communication, par exemple. Voilà pour ce point sur
Les réserves, dont a parlé le ministre en début de semaine, et l'économie de guerre, qui était l'objet de la réunion importante qui s'est tenue ici hier après-midi. J'en viens maintenant aux autres actualités du ministère, en commençant par la célébration ce lundi de la victoire de la baie de Chesapeake, qui a eu lieu le 5 septembre 1781. À l'ouvert donc de la baie de Chesapeake en Virginie, qui était encore alors l'une des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord, la bataille de Chesapeake a opposé l'escadre française de l'amiral François de Grasse à celle de l'amiral britannique Thomas Graves. La France est alors engagée aux côtés des insurgés américains depuis 3 ans. Les deux flottes engagent le combat pendant plusieurs heures jusqu'à la retraite de la flotte anglaise avec 6 vaisseaux endommagés et plusieurs centaines de blessés. En apportant au sol, par une manœuvre amphibie, l'artillerie et les troupes nécessaires au combat terrestre, cette victoire navale est capitale pour la chute de Yorktown le 19 octobre suivant, qui sera déterminante pour la proclamation de l'indépendance des États-Unis 2 ans plus tard, en 1783. Jusqu'à présent, cette bataille symbolisait le lien étroit entre les marines françaises et la marine américaine. Pour la première fois cette année, elle a été commémorée dans l'ensemble des unités et états-majors de la marine, à terre comme en mer, pour incarner la force morale et l'identité de marine de combat. En effet, dans le contexte marqué par le retour de la conflictualité, y compris en mer, la marine tient à rappeler l'actualité des facteurs qui ont permis la victoire dans cette bataille majeure de son histoire. L'excellence opérationnelle des équipages et leur aguerrissement, les qualités tactiques et de commandement des officiers, ainsi qu'un soutien logistique d'une grande efficacité. De fait, près de 2 siècles après cette bataille, l'amiral Pierre Vendée, chef d'état-major de la marine, souhaite que cette première commémoration et celles qui suivront soient une source d'inspiration forte pour chaque marin. Autre événement, certes non hystérique mais significatif, la signature cette semaine du 100e contrat de stagiaire à l'antenne du service militaire volontaire de Marseille. Cet événement marque une étape importante dans la montée en puissance du service militaire volontaire dans les Bouches-du-Rhône, 1 an après la création de cette antenne régionale décidée par le président de la République. Vous le savez, le service militaire volontaire se veut un tremplin pour l'avenir. Il offre à des jeunes en difficulté les codes et la formation nécessaires à la réinsertion tant sociale que professionnelle. À l'heure actuelle, le taux de réinsertion professionnelle des jeunes volontaires affiché par les 7 centres répartis sur l'ensemble du territoire national est de 82%. Depuis 2015, 6200 jeunes ont été formés et l'objectif pour l'année 2022 est d'en former 1300. Nous restons maintenant dans la thématique jeunesse et formation avec la signature ce samedi des contrats de futurs officiers de l'armée de terre. Donc 10 septembre samedi à 11h, aura lieu dans la cour d'honneur de l'école militaire la cérémonie de signature des contrats des officiers sous contrat encadrement et des officiers sous contrat pilote. Cette année, 154 candidats officiers sous contrat encadrement, contre 119 en 2021, et 37 officiers sous contrat pilote signeront leur contrat d'engagement au cours de cette cérémonie emblématique qui symbolise la transition entre le parcours de recrutement et celui de la formation. En effet, à l'issue de la cérémonie qui se déroule en présence des autorités militaires, des recruteurs et des familles, les candidats rejoignent l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan pour y suivre leur formation initiale d'officier. Quelques mots sur le profil de la promotion. Pour les officiers sous contrat encadrement, l'âge moyen de la promotion est de 25 ans, le taux de féminisation est de 12%. 85% ont un bac+5, certains sont diplômés de grandes écoles comme les arts et métiers, l'INSA, Institut national des sciences appliquées, HEC, l'école de management Lyon, l'école normale supérieure de Paris-Saclay ou l'Institut d'études politiques de Paris. Si la plupart de ces recrues viennent du monde étudiant, d'autres exerçaient avant de s'engager des activités professionnelles. Par ailleurs, avant leur engagement, 97% des officiers sous contrat encadrement ont déjà acquis une expérience militaire, soit au cours d'une période militaire supérieure, d'une préparation militaire supérieure, soit au sein de la réserve, soit déjà au sein d'un engagement militaire dans l'armée d'active. Les officiers sous contrat encadrement s'engagent au titre d'une fonction opérationnelle et leur formation initiale dure 12 mois. Le premier contrat d'un officier sous contrat encadrement est de 7 ans et les renouvellements de contrat sont possibles jusqu'à 20 ans
ou l'activation dans le corps des officiers des armes ou le corps technique administratif si ils réussissent le concours de l'école de guerre ou le diplôme technique. Pour les officiers sous contrat pilote, 10% sont des femmes et 41% au moins ont un niveau Bac+3. Le niveau minimum exigé pour ce recrutement est le baccalauréat. Les officiers sous contrat pilote suivent une formation d'officier de 8 mois à l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan, puis une formation de 14 mois à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre à Dax, afin d'y être qualifié pilote d'hélicoptère. À l'issue des choix de spécialité et des régiments, les officiers élèves poursuivent leur cursus de formation opérationnelle sur hélicoptère de combat à l'école d'application légère de l'armée de terre de Luc-en-Provence, pour une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans selon le type d'aéronef, avant d'être affectés dans un régiment d'hélicoptères des forces. Pour conclure la liste des sujets d'actualité, quelques activités possibles ce week-end et le week-end suivant. Tout d'abord, le meeting Paris-Villaroche Air Legion qui se déroulera sur l'aérodrome de Melun-Villaroche, 40 km au sud-est de Paris, les 11 et 10 septembre, c'est-à-dire ce week-end. Pour maintenir un lien étroit avec la nation, faire connaître et comprendre ses capacités techniques et tactiques et ancrer son actualité dans l'histoire, l'armée de l'air et de l'espace compte sur ses ambassadeurs, ces meetings qui offrent au public des démonstrations nombreuses et variées. Ainsi, vous pourrez voir à Melun les premiers jets de l'histoire et des avions de légende, les Warbirds de la Deuxième Guerre mondiale, des jets un peu vintage, des appareils militaires, bombardiers, avions de transport et de reconnaissance, des avions de liaison, des avions d'entraînement, de voltige, ou encore des appareils en exposition au sol. La patrouille de France sera présente sur les lieux, tout comme l'A400M, l'équipe de voltige de l'armée de l'air et le Rafale. Le programme complet et les modalités d'accès sont à trouver en ligne. À noter cependant que le programme peut évoluer, évidemment, en fonction des conditions météorologiques de ce week-end. Et avant, enfin, de passer au focus thématique, pour faire le lien avec celui-ci, je termine sur ces sujets d'actualité en vous signalant 2 autres événements qui se tiendront cette fois-ci le week-end suivant, donc le week-end du 17-18 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. D'une part, le Salon du livre militaire de l'armée de terre, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je ne détaille pas, mais dont je vous rappelle le lieu, les Invalides, et l'heure, de 10h à 18h le 17 septembre et de 10h à 16h le 18 septembre. D'autre part, aux Invalides également, sont organisés toujours ce week-end du 17-18 septembre, les derniers jours de l'exposition Ouragan Rafale, 70 ans d'excellence industrielle et opérationnelle. Elle présente à l'entrée des Invalides 2 avions de chasse emblématiques de l'histoire et de l'actualité de l'armée de l'air et de l'espace. Avant de passer au focus de ce jour, y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour Général, Daphné Benoît de l'AFP. J'ai 2 questions. Un petit point de détail sur les réservistes opérationnels. Est-ce que vous avez les chiffres pour le SSA? Et deuxième question, Sébastien Lecornu, dans l'interview du Figaro en début de semaine, évoquait des expérimentations en cours dans des centres pour délinquants mineurs où l'armée est invitée visiblement à participer. J'aimerais avoir des détails en fait sur les modalités de la participation des armées à ce projet. Combien de personnes, où, et voilà, merci. Madame Benoît, je vais répondre à votre deuxième question et je vais laisser le collègue Audière, s'il a les chiffres, répondre à la première. Je réponds donc à votre deuxième question. Il s'agit d'une proposition de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui, après discussion interministérielle, doit revenir vers le président de la République avec des propositions, normalement, dans les prochains jours. Et donc, nous ne pouvons pas en ce moment vous dire, puisque ce sera étudié en fonction des nouvelles propositions de M. Darmanin, quelle sera exactement quelque chose qui sera monté et qui sera piloté normalement par le ministère de la Justice. Pardonnez-moi d'insister, mais vous ne répondez pas à ma question. En quoi consiste cette expérimentation en cours qui a été évoquée par le ministre? Merci. Oui, effectivement, je ne réponds pas à votre question, donc je vais y répondre maintenant. Vous avez raison. Cette expérimentation est menée actuellement, notamment à Brest-Couët-Quidan, est menée à La Réunion, et elle consiste à... mais je vais laisser la parole à ceux qui la conduisent. L'armée de terre, tu as des données? Non, elle consiste à expérimenter avec de petites équipes, avec un encadrement militaire, la réinsertion de jeunes délinquants qui présentent des profils manifestement réinsérables.
C'est un petit peu la suite de ce qui existait dans le passé avec les jeunes équipes au travail qui avaient été lancées il y a une trentaine d'années. Pour ce qui est des chiffres, je reviendrai vers vous parce que je ne les ai pas en tête. Pour la première question. Pascal Samama, BFM Business. Hier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a évoqué un top 10 des armes prioritaires. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce top 10 ? Il évoque de la défense solaire, des obus de 155, mais est-ce qu'on peut savoir précisément de quoi il s'agit ? À ce stade, je ne peux pas vous donner ce top 10 qu'il a effectivement annoncé hier, mais dont je ne connais pas la teneur. Je reviendrai vers vous. Alors justement, au sujet de la réserve, notamment la réserve opérationnelle de l'armée de terre, est-ce que va être ouvert peut-être parce que je crois qu'aujourd'hui, l'entrée voie officier encadrement de réserve n'existe pas directement et que c'est un recrutement semi-direct. Est-ce qu'avec cette augmentation d'effectifs, on peut s'attendre à une ouverture d'officiers encadrement direct ? Je vais laisser pour l'armée de terre répondre le colonel Dosseur. On parle. Pour les réserves, spécifiquement, pour la réserve opérationnelle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je crois que c'est que pour les officiers option état-major qu'il est possible de rentrer directement en tant qu'officier. Oui, sachant qu'il y a aussi une partie qui n'a pas été abordée par le général tout à l'heure. Au regard de l'EMAC, nous avons aussi des officiers souvent spécialistes dans lesquels un certain nombre d'écoles, dont deux en particulier, Saumur et Angers, prennent aussi d'officiers sous contrat. De réserve. Je crois qu'il y a un malentendu entre la question et la réponse. Excusez-moi de ne pas vous connaître encore. La question porte bien sur le recrutement des officiers de réserve. Exactement. À savoir qu'on peut rejoindre les rangs des officiers de réserve en service d'état-major directement au recrutement, mais que pour le moment, mon colonel, je vous demande de répondre à cette question dont je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accéder directement au statut d'officier de réserve ou faut-il passer par un recrutement et une progression semi-directe ? C'était le sens de ma question, de fait. Vous avez bien reformulé. C'est noté. S'il n'y a plus de questions en salle, y a-t-il des questions en audio ? Et donc, s'il n'y a pas de questions en audio, nous passons à la séquence Journée européenne du patrimoine. Chaque année, comme vous le savez, le ministère des Armées s'associe à la manifestation qui est organisée par le ministère de la Culture pour dévoiler des hauts lieux de son patrimoine. Avant d'entrer davantage dans le détail de ces journées, quelques mots sur la politique culturelle du ministère des Armées. Je vous disais en introduction que le ministère des Armées est le deuxième acteur culturel de l'État. Il agit principalement dans ce domaine au travers de 3 directions du secrétariat général pour l'administration. D'abord, la direction de la culture, de la mémoire et des archives, dont le budget est de 53,5 millions d'euros, dont 25,7 millions d'euros permettent chaque année de financer le fonctionnement des 3 musées. Le musée de l'air et de l'espace, le musée de la marine et évidemment le musée de l'armée. Concernant la restauration des monuments historiques, les responsabilités sont réparties et partagées entre 2 autres directions. La direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement, qui définit la politique immobilière du ministère. Et par l'intermédiaire d'un protocole, un protocole culture-défense, la direction des territoires, de l'immobilier et de l'environnement fait réaliser par l'opérateur pour le patrimoine immobilier de la culture, l'OPIC, des travaux d'entretien et de valorisation de monuments historiques emblématiques, tels que l'Hôtel des Invalides, l'école militaire, le château de Vincennes ou encore la citadelle Saint-Louis. 10 millions d'euros de crédits sont alloués tous les ans, dont 70% par le ministère des Armées. Enfin,
le service d'infrastructure de la Défense a, entre autres missions, à sa charge l'entretien des 120 bâtiments et édifices protégés au titre des monuments historiques que le ministère occupe ou dont il a la charge et la responsabilité. La politique culturelle du ministère des Armées poursuit une quadruple finalité. Valoriser un patrimoine national exceptionnel, consolider le lien armée-nation en donnant notamment des repères et du sens, partager l'histoire militaire, entretenir les vocations et le sentiment d'appartenance, et enfin, faire rayonner la France. Quelques mots sur l'édition 2022 des Journées européennes du patrimoine, avant de laisser la parole à Madame Espinasse. Cette 39e édition se tiendra les samedis 17 et 18 septembre, je l'ai déjà dit, autour d'un thème qui est cette année le patrimoine durable. À noter d'ailleurs que ce week-end des Journées européennes du patrimoine ouvrira la Semaine française du développement durable, à laquelle le ministère des Armées s'associe évidemment comme l'ensemble des autres ministères. Au titre du patrimoine et de la culture, je vous rappelle quelques chiffres sur les précédentes éditions. En 2019, 87 sites du ministère des Armées étaient ouverts au public et ont accueilli 120 000 visiteurs. En 2020, la fréquentation a évidemment baissé à cause de la crise Covid. 62 sites du ministère des Armées étaient ouverts et ont reçu 66 000 visiteurs. En 2021, 82 sites ouverts, 100 000 visiteurs. Cette année, en 2022, 91 sites seront ouverts, donc on élargit l'ouverture des sites militaires, dont bien sûr les musées défense, les 25 musées de la défense, y compris les espaces de tradition des bases aériennes, 9 casernes, régiments, bases aériennes et maritimes, 7 hauts lieux de la mémoire nationale et nécropole, dont de mémoire j'avais parlé le 22 juillet, plusieurs hôtels et sièges de commandement, 9 centres d'archives, dont l'établissement cinématographique et de production audiovisuelle des armées, 5 forts, citadelles et 4 écoles. Comme le montre le vidéo qui va suivre, la programmation du ministère pour ces Journées européennes du patrimoine est à la fois riche et variée. Je cède maintenant la parole à Madame Dominique Espinasse, donc sous-directrice par intérim de la sous-direction des patrimoines culturels. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la politique culturelle du ministère des Armées. En effet, comme il vient de vous être dit, le ministère dispose d'un patrimoine culturel remarquable. Comme il a été dit également, deuxième acteur culturel de l'État après le ministère de la Culture, le ministère des Armées conserve un vaste patrimoine culturel qu'il entretient et valorise afin de permettre au plus grand nombre d'y avoir accès et à travers lui de mieux faire comprendre les enjeux du passé, de l'avenir et du présent de l'institution militaire. On peut citer ainsi 160 monuments classés ou inscrits aux monuments historiques, dont l'Hôtel National des Invalides, le Château de Vincennes, le Val-de-Grâce pour les plus connus, l'école militaire, cela va sans dire, mais également de nombreuses fortifications et hôtels de commandement en région. Les 16 musées du ministère des Armées sont répartis sur l'ensemble du territoire national et ils assurent au mieux le lien entre la nation et les armées, mais également s'adressent en particulier au public jeune et scolaire. Ces musées sont notamment les 3 établissements publics du ministère, le musée de l'armée aux Invalides, le musée national à la marine réparti sur 5 sites, à Paris, mais également à Rochefort, à Brest, à Port-Louis et à Toulon, et le musée aérien et de l'espace au Bourget. Mais également les 12 musées armés de terre et le musée des services de santé des armées au Val-de-Grâce. Ils disposent à eux tous d'environ 1 million de biens culturels qui sont quant à eux exceptionnels et dont certaines des collections, notamment
je citerai celle du musée de l'Air, remontent parfois à avant la Première Guerre mondiale et sont uniques au monde. Le ministère dispose également de son propre service d'archives. Exceptionnellement, donc le service historique de la Défense, qui est implanté à Vincennes et sur 7 autres sites en France. C'est le 2e service d'archives en France après les archives nationales, avec 450 km linéaires d'archives qui couvrent plus de 4 siècles d'histoire et sont largement consultés par les chercheurs et les généalogistes. L'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense est aussi un service d'archives, il faut le savoir, et quant à lui, il préserve 13 000 photographies et environ 36 000 films, dont certains datent également d'avant la Première Guerre mondiale, ce qui est exceptionnel. Le ministère dispose également de 53 bibliothèques, dont celle du service historique de la Défense avec 1 million d'ouvrages, ou celle de l'école militaire qui dispose d'incunables et qui sont en tout point exceptionnels. Le ministère des Armées, enfin, est également responsable des 10 hauts lieux de la mémoire nationale, des 290 nécropoles et de plus de 2000 carrés militaires. Je propose la slide suivante. Quelles sont les ambitions de la politique culturelle ? En priorité, il s'agit de conserver, enrichir, valoriser et transmettre le patrimoine culturel, historique et archivistique dont il a la charge. Pour ce faire, en priorité, il prépare les musées à demain. Il les rénove. Ainsi, le site de Chaillot du Musée national de la Marine est fermé depuis 2015 et réouvrira en 2023 avec un bâtiment entièrement rénové, une muséographie très moderne et avant-gardiste. Ensuite, nous avons également le musée de l'air et de l'espace qui a rénové sa grande galerie appelée la salle des 8 colonnes dans l'aérogare Labro au Bourget et qui entreprend aujourd'hui la rénovation de sa médiathèque qui rouvrira en novembre, également d'un planétarium qui rouvrira en 2024 et qui construit une nouvelle grande réserve pour les avions de grand format de type A380. Nous avons le musée de l'armée qui entreprend également une extension d'une partie de son musée et qui rouvrira en 2024 un nouvel espace dédié à l'histoire de l'Hôtel national des Invalides. Et ceci, ce n'est qu'une partie de l'action du ministère en faveur de son patrimoine. Je citerai également comme exemple en province, à Fréjus, la réouverture d'un nouveau bâtiment pour le musée des troupes de marine la semaine dernière. Enfin, par la suite, une autre de ces actions, c'est moderniser et faire entrer la fonction archive dans l'ère du numérique. Comment fait-elle ? Elle rationalise la conservation de ses archives, fait en sorte qu'il y ait moins de papier, met en place des systèmes d'information qui permettent d'accéder plus aisément aux archives et développe la numérisation des archives. Par ailleurs, autre action et ambition, c'est assurer l'entretien de la préservation et la restauration, mais également valoriser son patrimoine. Et comment est-il valorisé ? En participant à des événements nationaux, en partenariat avec le ministère de la Culture ou d'autres institutions, ou en participant à des salons sur l'ensemble des territoires. Par exemple, elle participe à la Nuit européenne des musées. Et en 2021, c'est plus de 15 000 visiteurs qui ont participé, donc, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, à la visite des musées du ministère des Armées. Elle participe également au Salon du Livre de Paris en mars, au marché international du film documentaire de la recherche en juin. Elle participe au rendez-vous de l'histoire de Blois au début octobre sur la thématique de la mer cette année. Le festival de la bande dessinée qui débute à Saint-Malo, le festival international du film d'histoire de Pessac où le jury va examiner 3 documentaires qui ont été subventionnés par le ministère cette année. Le Salon de l'histoire de l'IR de Versailles et bien d'autres lieux encore et d'autres événements. Faire mieux connaître l'histoire militaire, c'est aussi une des ambitions de la politique culturelle. Et aujourd'hui, c'est réalisé au travers de soutien aux documentaires historiques, environ une 30aine par an, ou la publication d'ouvrages en coédition, une 15aine par an, mais également en accordant des financements à de jeunes chercheurs et étudiants dans le cadre de subventions à des thèses ou des contrats doctoraux sur une période de 3 ans sur des thématiques en lien avec la recherche historique militaire ou alors des chercheurs qui utilisent et se servent et mettent en valeur les archives du ministère. Enfin, le ministère a à cœur de participer à la politique mémorielle.
commémorer la mémoire des conflits contemporains, promouvoir le tourisme de mémoire et valoriser les hauts lieux de mémoire. Slide suivant. La politique culturelle du ministère s'appuie sur un réseau. Ce réseau, c'est au sein du secrétariat général de l'administration, la direction de la mémoire, de la culture et des archives qui est chargée de le coordonner et de l'animer. Il y a bien évidemment les musées qu'on a déjà évoqués, le service historique de la défense, le CPAD, mais également les délégués au patrimoine aux armées, au sein de chaque armée, qui sont en charge de la préservation et de la valorisation de leur patrimoine culturel. Enfin, il y a les partenaires culturels institutionnels ou privés, tels que le ministère de la Culture, les Archives nationales, mais également les producteurs et réalisateurs de films, documentaires, les éditeurs. Et n'oublions pas les mécènes, car aujourd'hui, nous développons une politique active de mécénat pour contribuer à la valorisation de ce patrimoine. Slide suivant. Quelques chiffres. Aujourd'hui, le budget, on l'a dit, c'est 53 millions d'euros. C'est en 2019, avant la crise de Covid, 2 millions de visiteurs pour nos musées par an. Pendant la crise, évidemment, ce chiffre a baissé. Il était descendu jusqu'à 700 000, mais l'année dernière, il est remonté à plus d'1 million. Les journées européennes du patrimoine, en moyenne, c'est 120 000 visiteurs en dehors de la crise Covid. 9 millions de connexions au site Mémoire des Hommes, qui est le site des archives numérisées du ministère, mais également un lieu mémoriel et également un portail culturel pour l'ensemble de nos actions culturelles. La communication. Au service historique de la défense, il y a 133 000 documents d'archives communiqués par an, 6 500 ouvrages, 176 000 recherches administratives à partir de ces archives. C'est également 30 films documentaires historiques, 16 coéditions, 750 000 photos collectées annuellement, 5 km d'archives restaurées par an, actuellement 10 contrats doctoraux et 8 thèses, un prix d'histoire militaire récompensé chaque année et un prix des galons de la bande dessinée qui récompense chaque année des bandes dessinées en lien avec la thématique de la recherche historique. Slide suivante. La thématique du jour, c'est les Journées européennes du patrimoine. En effet, le ministère des Armées est un partenaire incontournable du ministère de la Culture. C'est aujourd'hui la 39e édition des Journées européennes du patrimoine. Elles se dérouleront les 17 et 18 septembre autour du thème patrimoine durable. Nous l'avons dit, aujourd'hui, c'est 91 sites inscrits à l'édition 2022, en augmentation par rapport à l'année dernière à plus de 11%. Chaque jour, il y a de nouvelles inscriptions. Aussi, ce chiffre évolue chaque jour. Et je vous invite de le voir, aller le consulter sur le site Mémoire des Hommes, où il y a une carte interactive qu'on vous présentera à la fin, qui vous permet de voir les sites, les localiser et les activités associées. Alors, ce sont effectivement, je ne vais pas le redire, on l'a dit, l'ensemble de ces sites, des musées, défense, des casernes, des hauts lieux de mémoire, des lieux de pouvoir, des centres d'archives, des forts et des écoles. Slide suivante. Les animations. Placées sous le thème des patrimoines durables, diverses actions seront organisées sur ce thème. Nombreux lieux accueillent également des animations ludiques ou à caractère historique, comme par exemple des représentations théâtrales, des simulations et des reconstitutions historiques, notamment au Musée national de la Marine de Brest, au Musée des troupes de montagne, au Musée mémorial de parachutistes à Pau, des expériences exceptionnelles à travers l'accès à des équipements emblématiques tels que la visite en avant-première du 4e avant-décès du programme A380 au Musée de l'air et de l'espace au Bourget, des concerts de musique militaire, notamment au Fort Lamalgue à Toulon, au Palais du gouverneur militaire de Metz et au Palais Niel de Toulouse. Des activités artistiques et manuelles proposées aux enfants, notamment au service historique de la défense à Vincennes et à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Des présentations de matériel, notamment à la préfecture maritime de l'Atlantique, et des espaces dédiés à la découverte des métiers patrimoniaux, notamment au musée de l'armée, et à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense au Fort d'Ivry. Slide suivante. Ah, on est peut-être en décalage. Je vais demander d'avancer. Slide suivante. Oui, slide encore après. Voilà. Un petit focus sur l'Île-de-France.
Pour illustrer notre propos, on a pris en exemple 2 sites emblématiques pour la Journée européenne du patrimoine. Donc, nous avons en premier lieu le Musée de l'Armée, qui présente à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine des visites guidées thématiques exceptionnelles par petits groupes autour du Dôme des Invalides, qui propose également des ateliers autour des métiers du patrimoine à destination du jeune public, mais pas seulement. Ils organisent également des concerts, comme le concert de la musique de l'air le samedi 17 septembre à 16h30, et également des projections de films, dont certains en collaboration avec la DGSE. Des rencontres également avec les partenaires du musée. On a également, par exemple, la Société des Amis du Musée de l'Armée propose des actions et des dons pour le musée dans la cour d'honneur. On a également la Direction de la Mémoire, de la Culture et des Archives qui fait une démonstration dans le cadre de présentation en réalité virtuelle des lieux de mémoire à distance. On a également la Direction générale de la sécurité extérieure et le monde de l'espionnage qui présentera une exposition aux salles Turenne. Enfin, comme ça a été dit, le 5e salon parisien du Salon d'histoire militaire, organisé par le Centre de doctrine de l'enseignement et du commandement, qui sera présenté également aux salles Turenne. L'autre lieu, c'est le service de la défense à Vincennes, qui organise également un concert en partenariat avec les gardiens de la paix le samedi après-midi. Organise des ateliers ludiques avec les enfants et des ateliers de la bibliothèque en lien avec le jeune public. Et enfin, des grands jeux comme le jeu de loi, des jeux de plateau ou des marelles, en lien avec les archives qui sont présentées à l'ensemble de ses partenaires. Slide suivante. Donc là, on est en région. Et donc là, 2 exemples emblématiques, mais encore une fois, ce ne sont que des exemples et je vous invite à aller voir la programmation. Au sein de la préfecture maritime de l'Atlantique seront présentées les grandes composantes de la Marine nationale à Brest au sein de la cour de la préfecture. Au sein de la base navale de Brest, il y aura une présence d'un vieux gréement et d'un chasseur de mines tripartite dans le cadre d'une visite en extérieur. Dans l'espace tradition des forces sous-marines, il y aura une invitation à la découverte de sous-marins emblématiques, le Gymnote, le redoutable ou le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, de 1863 à aujourd'hui, à travers plus de 50 d'objets exposés assez emblématiques, des maquettes, des horloges marines, des fanions ou des objets de la vie à bord. Enfin, des films historiques enrichissant la visite du public. Un autre site, le camp Caylus, plutôt dans le Tarn, où là ont été organisés par le 6e régiment de parachutistes de l'infanterie de marine en partenariat avec la DRAC, l'unité départementale de l'architecture du patrimoine, le conservatoire régional des espaces naturels, le parc régional naturel d'Écosse de Quercy, des visites thématiques pendant 4 heures, soit par VTT à pied ou en voiture, pour présenter en fait le site exceptionnel en lien avec le patrimoine durable. Et là seront présentés au sein d'itinéraires balisés des sites d'intérêt remarquables, comme des dolmens, des châteaux, des hameaux, des gariotes, des moulins ou autres sites ou lieux emblématiques. J'en viendrai à la slide suivante. Des lieux confidentiels à l'occasion de ces journées européennes patrimoine qui sont ouverts. J'en citerai que quelques-uns. L'hôtel des états-majors de la 4e brigade d'aérocombat à Clermont-Ferrand, la villa Kerlilon, la résidence du commandant de marine La Mort-Plage au Morbihan, le palais du gouverneur militaire de Metz, l'hôtel de Brienne, où siège le ministre des Armées, et le palais Niel de Toulouse. Des lieux incontournables, la préfecture maritime de l'Atlantique, la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, le musée de l'air et de l'espace au Bourget, le musée de l'armée aux Invalides, le service de la défense à Vincennes. Mais des lieux également à redécouvrir, comme l'école du Val-de-Grâce et le musée de service santé des armées, ou le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie au Quai Branly. Enfin, quelques sites insolites, et particulièrement remarquable en 2022, l'ouverture exceptionnelle de 6 sémaphores de la Marine nationale. Ce n'était pas le cas les années précédentes. L'école militaire d'équitation de Fontainebleau et également le conservatoire du cheval qui ouvre exceptionnellement cette année à Fontainebleau. Et dernier exemple, au sein du Musée national de la Marine, la collection remarquable de l'ancienne école de médecine navale de Rochefort. Je m'arrêterai là sur cette liste à l'après-vert, mais elle est facilement complétée. Vous pourrez facilement la voir sur le site Mémoire des Hommes dans le cadre d'une carte interactive. Dernière slide.
Il y a également les enfants. Il y a également un partenariat avec les enfants du patrimoine. 8 sites participent à l'opération Les enfants du patrimoine. En effet, chaque année, la veille des Journées européennes du patrimoine, le ministère de la Culture ouvre certains sites en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et ici, cette année, les écoles, collèges et lycées ont l'opportunité d'aller sur 8 sites du ministère des Armées pour participer à cette opération exceptionnelle. Et une dernière slide, voilà, la carte interactive où se trouvent tous les lieux et tous les exemples et le contenu des activités des Journées européennes du patrimoine. Je vous remercie. Merci Madame, je suppose que votre exposé a généré des questions parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de points intéressants. On commence par la salle. Madame, juste une petite question. Vous avez évoqué la réouverture prochaine du musée de la Marine, donc l'année prochaine. Est-ce que vous avez une date plus précise, espérée en tout cas? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le budget de ce chantier qui a duré, l'enveloppe budgétaire de cette rénovation? Merci. Alors, pour ce qui est de la date précise, je ne souhaite pas m'engager aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu plusieurs reports de date du fait du retard du chantier, mais on est plutôt sur le second semestre 2023. Pour ce qui est de l'enveloppe, c'est pareil, je reviendrai vers vous, mais on est de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros. Y a-t-il des questions en audio? Madame, merci beaucoup. Nous avons de quoi faire rien que sur les sites du ministère des Armées, les 91 sites qui sont ouverts pour le week-end des Journées européennes du patrimoine. Et je note également l'ouverture des 8 sites aux enfants la veille le 16 septembre. Je cède maintenant la parole au colonel Pierre Godillère, porte-parole du chef d'état-major des armées, pour le point sur les opérations. Merci mon général. Après la richesse du patrimoine, la richesse des opérations de la semaine, et je vais commencer par la situation militaire sur le flanc Est. Les armées françaises sont pleinement mobilisées dans le renforcement de la posture de l'OTAN et aux côtés de leurs alliés, évidemment. D'abord en Estonie, je commence par Lynx, avec une préparation opérationnelle particulièrement intense cette semaine, au sein du Battle Group de Enhanced Forward Presence, EFP. Et donc cette préparation opérationnelle, cette semaine, s'est traduite par un entraînement durci en zone urbaine, à Tapa, ainsi qu'une campagne de tir valorisée. Ça veut dire qu'elle comprenait des tirs de missiles anti-chars et une séquence de tirs au mortier. Mais ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est une séquence de préparation opérationnelle analogue, en Roumanie cette fois-ci, avec le détachement Aigle. Et ce film qui va montrer une séquence d'entraînement en zone urbaine, avec les Alliés et un détachement aussi, une unité roumaine. Un mec au toit du bâtiment en face. Ready? Grenade dans la pièce. They are prepared to fight together against the common enemy. Because all the procedures are pretty similar. Everybody works with the same manuals, and this is a very positive thing. Team 1 and team number 2 looks good. It is a one-week partnership with the Special Operation Forces of Romania to learn and to take part in the Combat Urban partnership. We try to work together and to take part in those activities and those missions by sharing our procedures. So basically we have a MOUT exercise, which means Military Operation in Urban Terrain, which was focused on CQB, like a close quarters combat.
working with other nations, working at a multinational level, and focusing on the interoperability, which is the key to success. Voilà, donc l'interopérabilité, la clé du succès, au niveau d'interopérabilité au cours de cet exercice, on ne s'en lasse pas. Et comme la semaine dernière, vous en avez la primeur et on diffuse ensuite ce film sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Le partenariat toujours en Roumanie s'est traduit aussi par un exercice conjoint aéroporté, avec des troupes aéroportées françaises et roumaines, du 31 août au 8 septembre, avec le 317e régiment de reconnaissance à Cluj-Napoca. Les parachutistes français du Battle Group Forward Presence, BGFP, ont suivi une semaine d'instruction du 31 août au 2 septembre. Ils se sont ainsi entraînés au saut sur agrès, avec le parachute principal standard personnel modernisé numéro 1. Et ils ont sauté le 6 et le 8 septembre, donc aujourd'hui, 2 sessions de saut tactique depuis des aéronefs roumains. Donc ça conclut cette séquence opérationnelle conjointe qui, toujours, renforce l'interopérabilité des bataillons alliés. Parallèlement, plusieurs séquences de tirs ont eu lieu à Chinku, les cadres du BGFP et les soldats du train de combat numéro 2 se sont ainsi entraînés respectivement à l'arme légère d'infanterie et à l'arme collective à terre, en gros les fusils et les mitrailleuses, et sur véhicules de l'avant blindés. Des missions d'entraînement également au profit de l'OTAN, dans le ciel cette fois-ci, avec particulièrement des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace qui ont continué à assurer des missions de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe. Nous avions vu les chasseurs et les ravitailleurs la semaine dernière. Cette semaine, du 1er au 7 septembre, c'est une mission de détection et de contrôle qui a été menée par un AWACS E3F. Sur terre, dans les airs et sur les mers, la réassurance se conduit également en mer Baltique, avec le renforcement de l'interopérabilité avec nos partenaires pour le chasseur de mines tripartite CEFE, qui a appareillé dans le cadre de l'opération Beluga 22-4 en mer Baltique. Cette mission s'articulera en 2 phases. Une première, rythmée par des activités conjointes avec les pays riverains, durant l'exercice Northern Coast. Et la seconde phase d'activité se déroulera aux côtés de la marine finlandaise et elle contribuera notamment à renforcer toujours cette interopérabilité et les connaissances techniques et opérationnelles entre les 2 marines partenaires. Ce déploiement participe des mesures de réassurance en mer Baltique en réaffirmant l'attachement de la France aux règles du droit de la mer et à la liberté de circulation maritime. Elle permet aussi de renforcer l'appréciation autonome de situation et la sécurité maritime dans les abords des approches des pays baltes. En Atlantique Nord, une patrouille maritime en milieu polaire pour le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le BSAM Rhône, qui assure cette mission de longue durée en environnement polaire. Après sa participation à l'opération Nanook en août, aux côtés d'unités canadiennes, américaines et danoises au nord du Labrador puis au Groenland, il a poursuivi sa navigation pour rejoindre l'Islande, où il a effectué une relâche opérationnelle du 30 août au 3 septembre. On continue dans le Grand Nord avec des missions hydrographiques et océanographiques, en zone polaire toujours, pour le bâtiment hydrographique et océanographique, BHO, Beautemps-Beaupré, qui a navigué dans les fjords islandais pour rallier sa nouvelle zone de déploiement. Il est déployé au-delà du cercle polaire dans le cadre de la mission Narval et il récolte de nombreuses données océanographiques et géophysiques en présence d'une quinzaine d'hydrographes et de scientifiques du service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM. Nous passons ensuite à la Méditerranée. Le patrouilleur de haute mer commandant Bouan, en fait ce sont 2 départs en mission. D'abord le patrouilleur de haute mer commandant Bouan a appareillé Toulon pour allier la Méditerranée centrale dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Med Irini,
dans laquelle il sera intégré jusqu'au 28 octobre prochain. Et en Méditerranée orientale, le chasseur de mines tripartite Capricorne s'intègre au sein de l'exercice Dynamic Mariner 2022. C'est un entraînement majeur de l'OTAN qui aura lieu du 12 au 23 septembre. Et le scénario sera orienté et centré sur la guerre des mines et plus généralement autour du combat naval. Cet exercice, donc Dynamic Mariner, s'inscrit dans le cycle de préparation de la NATO Response Force, NRF, la force multinationale interarmée de l'OTAN. En Afrique, la force Barkhane réarticule son dispositif, nous l'avons décrit aussi la semaine dernière, dans une logique de co-construction avec ses partenaires des armées nationales, tout en continuant la lutte contre les groupes armés terroristes. Alors, deux choses particulières qui se sont passées pour la force cette semaine. D'abord, du 20 août au 2 septembre, le groupement tactique logistique a parcouru plus de 1000 km qui séparent la ville de Niamey au Niger au port de Cotonou au Bénin afin d'acheminer le matériel précédemment utilisé au Mali pour être ensuite transporté par voie maritime vers la France. Ce convoi était constitué de 70 vecteurs civils et a été escorté par près de 100 militaires de l'opération Barkhane. Et ceci a permis de transporter près de 150 conteneurs. Je parlais d'une opération logistique d'ampleur, elle n'est pas terminée. Au Tchad, nous avions initié depuis le mois de juillet un pont aérien transportant les matériels amenés à armer le groupement tactique interarmes au Tchad, et ceci s'est finalisé la semaine passée. Ainsi, ce sont plus d'une centaine de véhicules militaires qui ont été acheminés du Mali vers le Tchad par voie aérienne. Ils serviront aux militaires de l'opération Barkhane déployée à N'Djamena, à Abéché et Faya-Largeau, afin de développer leur interopérabilité et de poursuivre le partage de savoir-faire dans la lutte contre les groupes armés terroristes avec l'armée nationale tchadienne. La semaine dernière, dans le cadre des partenariats, je vous avais parlé du partenariat militaire opérationnel et du parta militaire de combat que nous entretenons avec les pays qui en font la demande. Il faut noter aussi que des travaux sont en cours pour adapter les chaînes de commandement en co-réflexion avec nos partenaires. On continue en Afrique avec le golfe de Guinée et des missions de surveillance des pêches et de la pollution. Le 1er septembre, un Falcon 50 de la Marine nationale, basé à Dakar, a contrôlé 41 bâtiments dans le cadre d'une mission de surveillance des pêches et de la pollution. À noter que ces patrouilles se sont effectuées en présence d'un inspecteur des pêches sénégalais à bord de la direction de la protection et de la surveillance des pêches. En Côte d'Ivoire, renforcement du partenariat militaire opérationnel, illustré par ces 2 semaines de combat, d'entraînement au combat en terrain libre à Bouaké du 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA, toujours déployé dans le cadre de la mise en condition des unités de la 3e région militaire ivoirienne. Le 5 septembre, toujours en Côte d'Ivoire, une vingtaine de stagiaires des forces armées de Côte d'Ivoire ont débuté un cycle de 2 semaines d'entraînement sur le camp de Port-Bouët afin d'être en mesure de former les futurs formateurs. Donc c'est la formation de formateurs des forces armées de Côte d'Ivoire dans les domaines suivants: combat, instruction au tir, secourisme au combat, lutte contre les engins explosifs improvisés, topographie et transmission. Parallèlement, le partenariat militaire opérationnel mené par les tireurs d'élite du 43e BIMA, au profit de 10 tireurs de précision des commandos parachutistes de l'armée de l'air ivoirienne, se poursuit à Yamoussoukro. Et les Ivoiriens ont pu découvrir le fusil PGM ainsi que le HK-417 et ont échangé sur leur savoir-faire et techniques propres. Au Levant, l'opération Chamal, qui est le volet français de l'opération Inherent Resolve, OIR, se poursuit avec un large spectre de missions aériennes au profit de la coalition. Ce sont les Rafales de la base aérienne projetée au Levant qui ont pris une dizaine de missions aériennes de la défense et de la surveillance de l'espace aérien pour la coalition, à la prise d'alerte d'appui-feu, Close Air Support, et des missions de reconnaissance menées au Levant. Dans le cadre de la mission Agénor, la frégate de type Lafayette Guéprat avait appareillé le 31 août de Djibouti
Et il a rejoint l'opération Agénor le 4 septembre, après avoir patrouillé dans le golfe d'Oman. Agénor, qui est le pilier de l'initiative multinationale EMASO, European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz. Après avoir conduit des patrouilles maritimes dans le golfe arabo-persique et le détroit, le Guéprat est actuellement en relâche opérationnelle à Mascate. Et en parallèle, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 a effectué 4 vols opérationnels dans le détroit d'Ormuz, dans le nord de la mer d'Arabie et dans le golfe arabo-persique. Sur le territoire national, je vais commencer avec le dimanche 4 septembre après-midi, où la permanence opérationnelle, donc dans le cadre de la posture permanente de sûreté aérienne, la permanence opérationnelle de Mont-de-Marsan a fait décoller un Rafale pour aller intercepter et escorter un Cessna, un aéronef en difficulté qui venait d'Espagne et dont la destination initiale était l'Allemagne. Ce Rafale décollé de Mont-de-Marsan a été relayé par un Rafale de la permanence opérationnelle de Saint-Dizier, puis a été transféré à la permanence opérationnelle allemande et l'avion s'est finalement abîmé en mer Baltique. Ensuite, pour les forces armées en Guyane, à noter que les 3 armées protègent le centre spatial guyanais pour le 258e lancement d'Ariane 5. Et le 7 septembre, donc hier, à 18h45 heure de Kourou, le lanceur Ariane 5 a placé en orbite avec succès le satellite de télécommunication Eutelsat Connect VHTS. Pour ce lancement, la zone était protégée par plus de 250 militaires des forces armées en Guyane. Au sol, c'est près de 180 légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie, donc qui défendaient contre toute tentative d'intrusion dans la zone protégée. Dans les airs, la protection était assurée par 2 hélicoptères Fennec et un hélicoptère Puma de l'armée de l'air et de l'espace, renseignés en permanence par les aviateurs du centre de contrôle militaire de la base aérienne 367. Enfin, en mer, les marins du patrouilleur anti-Guyane, la Résolue, ont assuré la protection des approches maritimes du centre spatial de Guyane. Dans l'océan Pacifique, un renforcement de la coopération militaire avec nos partenaires lors de l'exercice majeur Pitch Black organisé par les Australiens. Donc c'est organisé tous les 2 ans par la Royal Australian Air Force. Il a eu lieu cette année du 17 août et il continuera jusqu'au 10 septembre sur les bases aériennes de Darwin, Damberley et Tyndall. 3 Rafales, vous aviez eu le briefing avant les vacances, 3 Rafales, 2 Rafales B et 1 Rafale C et un A330 MRTT en provenance de la métropole, un CASA des forces armées en Nouvelle-Calédonie et 150 aviateurs sont ainsi déployés pour participer à 3 semaines qui arrivent à leur terme d'un entraînement intensif et qui rassemble cette année un total d'une centaine d'aéronefs et 2500 militaires représentant 17 nations. Cet exercice permet d'entraîner les équipages à la mission d'entrée en premier dans un environnement fortement contesté, de renforcer la coopération militaire avec nos partenaires. Et il illustre une fois de plus la relation bilatérale et la coopération de défense dynamique qu'entretiennent la France et l'Australie. Enfin, une dernière info sur le Pakistan, avec, à la demande du président de la République, la mise en place d'une opération exceptionnelle afin d'apporter une aide d'urgence à la population pakistanaise affectée par les conséquences des graves inondations qui frappent actuellement le Pakistan. Les armées sont ainsi mobilisées pour appuyer cette opération de soutien, l'idée par le ministre des Affaires étrangères, avec une équipe médicale composée entre autres de sapeurs-pompiers de Paris et de marins-pompiers de Marseille, qui a été déployée et intégrée au sein d'un dispensaire militaire pakistanais. J'ai terminé pour le tour des opérations de la semaine et je suis prêt à répondre à quelques questions. Oui. Merci, colonel Daphné Benoît de l'AFP. J'ai quelques questions sur la BSS en particulier. Oui. Vous avez évoqué un point aérien pour renvoyer des véhicules du Mali vers le Tchad. Est-ce que certains Griffons sont appelés à rester au Tchad ou pas du tout ? Par ailleurs, vous avez évoqué... j'ai vu sur le slide que vous parliez d'un GTIA au Niger. De mémoire, quand j'y suis allée en juillet, il n'y avait qu'un sous-GTIA.
Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les effectifs actuels déployés au Niger? Et est-ce qu'il y a eu, par exemple, des opérations récemment menées avec les FAN depuis Walam? Est-ce qu'il y a eu des choses à signaler? Dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation de situation, en tout cas celle de l'état-major, sur ce qui se passe actuellement à Talatay? Merci. Alors, 3 questions dans cette question, Mme Benoît. La première, sur le pont aérien et les griffons. Alors, les griffons sont effectivement, alors, ne sont pas redéployés au Tchad dans le cadre de ce redéploiement, enfin dans le cadre de ce pont aérien précis. Le point sur les effectifs au Niger, c'est essentiellement fluctuant. Pourquoi? Parce que la réarticulation du dispositif hors du Mali, qui a commencé à partir du 17 février, voit une manœuvre logistique, encore une fois, qui n'est pas terminée. Donc, le point sur les effectifs, ce que je peux vous dire, c'est qu'au début de l'année, c'était l'opération Barkhane, c'était 4300 personnes, que à partir du 15 août, donc à partir du désengagement du Mali, nous sommes tombés à peu près à 3000 personnes, un peu moins de 3000 personnes, et que ce chiffre va demeurer en l'état à peu près jusqu'à la fin de l'année, même si ça diminue en raison de renforts, notamment pour accompagner la manœuvre logistique. Sur la troisième question, c'était sur les avancées du partenariat militaire opérationnel ou le partenariat militaire de combat avec le Niger. Il se poursuit de manière tout à fait dynamique. Je n'ai pas d'opération à vous citer récemment et je pourrais vous donner des exemples d'opérations passées ou des projections. Pour la troisième question, nous ne sommes plus au Mali, Madame Benoît. Oui, mais on n'est pas en Ukraine non plus. Et pourtant, on a une appréciation de situation. On ne fait plus d'opérations au Mali. Excusez-moi, je vais vous embêter un peu, mais on n'est pas en Ukraine non plus. Ça ne nous empêche pas d'avoir une analyse de la situation. Et alors, précisez votre c'est-à-dire question. C'est-à-dire, je suis bien au courant qu'on n'est plus au Mali, mais ça ne vous empêche pas d'analyser ce qui se passe de l'autre côté de la frontière nigérienne où nous sommes. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point-là. D'accord. Merci. Bonjour, William Molinier, Europe 1. Alors, pardon pour la question qui vient après sur l'Ukraine, du coup, et votre analyse de la situation sur la reprise, en tout cas ce qui a été annoncé comme tel, la reprise de plusieurs villes dans la région de Kharkiv, donc au nord-est du pays, alors qu'on s'attendait, en tout cas ça avait été annoncé, une contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays. Quelle lecture vous en faites? En tout cas, quelle lecture en fait l'état-major? Alors, je ne vais pas décrire la situation en Ukraine au cours de cette conférence de presse pour les mêmes raisons que j'ai évoquées à propos du Mali. Pas de lecture non plus sur l'Ukraine. Je vous ai, ce que je décris, c'est les opérations des armées qui contribuent à la réassurance et au renforcement du flanc est de l'Europe. Donc, en tout cas, ce n'est pas l'angle que je développe aujourd'hui. Mais on pourra revenir vers vous d'une autre manière. Franck Alexandre, RFI. On va revenir sur le Tchad, si vous voulez bien. Les légionnaires qui ont remplacé les Marsouins en juillet dernier, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, dans le Liptako nigérien, ça constitue, ce bloc de 250 soldats, c'est un sous-GTIA ou un GTIA? Alors, c'est un sous-GTIA, classe 200 personnes à peu près. D'accord. La relève, c'est quand? J'ai pas d'infos sur le sujet. S'il n'y a plus de questions en salle, y en a-t-il en audio? Et si donc il n'y a pas de questions en audio, je remercie le colonel Godillère pour ses précisions sur les opérations françaises. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le
Prochain point de presse, ici même, à 14h30. Bonne journée à tous. Merci. Merci.